La catastrophe la plus grave qu'ait connue une compagnie aérienne française. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 d'Air France décolle de Rio de Janeiro pour Paris. 3 heures plus tard, le vol AF447 s'écrase dans l'océan Atlantique. Les 216 passagers et les 12 membres d'équipage décèdent. 13 ans plus tard, le procès de cet accident va se tenir ici, dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris. Airbus et Air France, mis en accusation pour homicide involontaire, encourent une peine maximale de 225 000 € d'amende. Durant 9 semaines de procès, les deux entreprises vont faire face aux familles des 228 victimes. C'est un peu mon but de vie en fait depuis 13 ans. C'est de savoir ce qui s'est passé et que justice soit rendue. Ce procès est d'une importance majeure. Il interroge sur la capacité d'un constructeur d'avions et d'une compagnie aérienne à garantir la sécurité des 3 milliards de passagers qui, chaque année, choisissent de monter dans un avion. Je ressens que toute ma corporation a eu un véritable problème dans l'enchaînement qui va aboutir à la catastrophe de Rio. Il y a eu à cette époque-là, manifestement, quelque chose qui n'a pas réagi aussi vite que ça devait réagir. Le 30 mai 2009, un Airbus A330 d'Air France décolle de Rio de Janeiro pour Paris. 3 heures après son décollage, l'AF447 est au large des côtes brésiliennes. À 1h39, le contact radio avec l'avion est perdu. Il est 4 heures du matin en heure biologique interne des pilotes, quand l'avion rencontre ce qui s'appelle des cristaux de glace qui viennent obstruer les fameuses sondes pitot. À ce moment-là, il n'y a plus d'information de vitesse mesurée par l'avion, et donc les calculateurs de bord de l'avion sont coupés puisqu'ils n'ont plus d'informations pour fonctionner. L'avion rend le pilotage aux pilotes qui reprennent le pilotage à la main de l'avion et le pilote automatique saute. C'est la première alarme qui se déclenche cette nuit-là. Ce phénomène de givrage des sondes pitot n'est pas le premier du genre. Dès 2004, dans une note confidentielle, la société Thales, le fabricant des sondes, souligne déjà l'existence d'un risque de givrage dû à une corrosion de ses capteurs au bout de 10 000 heures de vol. Les sondes qui équipent l'Airbus du vol AF447 totalisent, elles, 13 000 heures de vol. À partir de 2008, le gel de ces sondes pitot est devenu de plus en plus fréquent. 2 compagnies françaises y sont confrontées. Alors ça, c'est une sonde Thales, modèle A. C'est celle qui équipait nos Airbus A330, tous nos Airbus A330 à l'été 2008. Je rappelle qu'on est en 2008, qu'on n'est pas en 2009. Donc au mois d'août 2008, lors d'un vol retour des Antilles vers Paris, un équipage, sous la direction du commandant Sirven, nous signale, dès son arrivée à Orly le matin, qu'il a perdu pendant 2 minutes environ les informations de vitesse concernant sa trajectoire à bord de l'un des Airbus A330 d'Air Caraïbes. Il faut savoir que 2 minutes pour un avion qui pèse plus de 200 tonnes, vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, vous êtes dans le noir et vous foncez en quelque sorte à 850, 900 km/h. 2 minutes, vous faites 15 km. Et pendant 15 km, l'équipage perd cette notion de vitesse qui est absolument fondamentale pour lui. Inutile de vous dire que c'est quand même un incident assez grave. On n'est pas dans le petit incident qui fait juste dire « tiens, il s'est passé quelque chose ». Le 12 septembre donc 2008, à 1h du matin, un avion de la compagnie a été confronté au givrage des sondes pitot dans un vol Punta Cana-Paris. L'avion a donc fait demi-tour après une perte de plus de 4 minutes des sondes pitot. Notre directeur technique, très en charge de cette situation, va prendre la décision de remplacer immédiatement les sondes pitot de l'appareil. Compte tenu de cet environnement, donc 1, un événement gravissime, 2, une information à nos équipages, et 3, un environnement qui montre qu'il peut y avoir un problème de givrage des sondes pitot, la décision de changer les sondes, elle intervient immédiatement, et le 13 ou 14 septembre, on a fini de changer toutes nos sondes sur nos 4 Airbus A330, donc ça c'est une de celles qui a été déposée et qu'évidemment on n'a plus jamais réinstallée. Nous prenons la décision parce que le rapport de l'équipage et l'échange avec le technique nous a placés dans une situation de stress extrêmement importante.
Airbus, comme Air France, est au courant de ces incidents à répétition. L'enquête judiciaire montre même que plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet. Pourtant, ni Airbus ni Air France n'ont pris de mesures immédiates. Nous avons cherché à contacter les deux entreprises, elles n'ont pas voulu nous répondre officiellement. Le 1er juin 2009, dans le cockpit du vol AF447, les pilotes sont dans l'incompréhension. L'équipage a été confronté à cette multitude d'alarmes. On estime qu'environ 15 alarmes leur sont tombées dessus dans un laps de temps de 15 à 20 secondes. Les pilotes, pendant ce temps, sont de nuit, en train de piloter à la main l'avion. Je pense qu'ils essaient en permanence d'analyser, de se battre pour de comprendre ce qui leur arrive. Et en fait, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les éléments pour comprendre ce qui leur arrive, ou pas suffisamment d'éléments pour arriver à percevoir ce qui leur arrive. La situation fait que, dans la difficulté de compréhension, ils finissent par décrocher sans pouvoir réagir face à ce décrochage, puisqu'ils n'y étaient pas non plus entraînés. À ce moment-là, l'avion va descendre, et donc très concrètement, ça veut dire qu'il quitte son altitude de 11 500 mètres et va rejoindre la mer en 3 minutes 30. Lorsque le 1er juin, nous sommes allés à Roissy, on avait l'impression que d'abord l'avion avait du retard, tout simplement. On a patienté, l'angoisse montait dans la salle. Et les gens essayaient de se rassurer les uns les autres. Et lorsque M. Gourjon est passé en fin d'après-midi pour nous dire « voilà, on ne retrouve pas l'avion, rentrez chez vous », là, effectivement, le sol s'est effondré. Mais je me disais, Eric n'est peut-être pas parmi ces passagers. Il est sorti de l'avion, il a nagé. C'était fou, je comprends que ce soit fou. Mais vous savez, on se raccroche à tout à l'époque. Moi, je me raccrochais à tout ce qui me permettait de continuer à vivre. 4 jours après l'accident, la justice est saisie afin de déterminer les causes de ce crash. On a eu un début d'instruction avec une juge extrêmement humaine, extrêmement à l'écoute, qui très vite a mis en examen Airbus et Air France, qui nous a tenu un discours d'évidence quand elle a tenu d'un procès, au vu des éléments dans le dossier. Et au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, on a eu l'impression un petit peu d'un soufflet qui retombe pour finir sur une instruction menée par des juges qui se sont montrés très peu à l'écoute, voire pas du tout des familles, quasi inaccessibles et qui très vite nous ont fait comprendre qu'il n'y aurait pour eux pas suffisamment d'éléments pour un procès. Le pire moment, c'est le jour où le non-lieu est tombé. Là, on se dit c'est fini, ils sont morts pour rien, on ne saura jamais la vérité, on n'aura pas le droit de poser nos questions, on n'aura pas de réponse à nos questions. Si on en reste là, on a 228 morts, on n'a pas de vérité, on n'a pas d'explication, on n'a pas de procès. Les parties civiles font appel, le parquet fait appel et la chambre de l'instruction décide au contraire des premiers magistrats instructeurs de renvoyer Airbus et Air France devant le tribunal correctionnel. Lorsque la cour d'appel nous dit un procès aura lieu, on a été heureux. Voilà. Parce que qui dit procès dit vérité, qui dit vérité dit amélioration de la sécurité aérienne. Voilà. Donc on aura fait quelque chose d'utile pour nous, mais surtout pour la collectivité. Pendant 9 semaines, devant le tribunal correctionnel de Paris, Airbus et Air France vont plaider leur absence totale de responsabilité dans cet accident. C'est précisément ce qui apparaît dans des documents auxquels Libération a eu accès avant même l'ouverture du procès. Airbus estime que le givrage des sondes pitot n'est pas la cause de l'accident et que les pilotes ont commis des erreurs, notamment lorsque le commandant de bord quitte son poste et prend son temps de repos alors que l'avion entre dans une zone de turbulence. Un argument que contestent les pilotes. C'est une ligne que j'ai probablement pratiquée une trentaine de fois dans ma carrière. Au vu des éléments du dossier de vol, ce qu'on peut appréhender à l'avance, il n'y avait rien de particulièrement dangereux qui se présentait sur la trajectoire de l'avion cette nuit-là. Et donc on peut tout à fait comprendre que le commandant de bord soit allé se reposer à ce moment-là. Il n'y avait rien de significativement différent de l'ordinaire. Airbus
se défend en indiquant que le givrage des sondes pitot n'est pas la cause de l'accident. Pourtant, elles ont été remplacées après le crash du vol AF447. Air France considère de son côté qu'il a formé ses pilotes à faire face à des situations de crise, comme le décrochage de l'avion. Mais alors, pourquoi, après l'accident du Rio-Paris, un nouvel entraînement à la perte de contrôle d'un avion en haute altitude a-t-il été ajouté dans le programme de formation des navigants? À travers ce procès, une question essentielle se pose. Est-il possible de mettre en cause devant la justice des entreprises aussi puissantes qu'Airbus et Air France, dont le chiffre d'affaires cumulé atteint 66 milliards d'euros? Nos 228 victimes sont mortes pour 3 sondes pitot non remplacées pour à peu près un montant de 5 000 euros. Qu'est-ce que 228 vies par rapport à 5 000 euros? Voilà. Ce procès est celui du désir de justice, celui de 228 familles de victimes contre 2 entreprises réputées intouchables. Mais il est aussi celui de la sécurité aérienne. Et c'est pour cela qu'il concerne les 3 milliards de passagers qui, chaque année, choisissent l'avion pour se déplacer. Ce procès doit permettre qu'un tel accident ne se reproduise plus, que des sociétés comme Airbus et Air France aient comme priorité absolue la sécurité aérienne plutôt que le profit et la rentabilité. Il faut que ce procès, en quelque sorte, soit aussi pédagogique, c'est-à-dire qu'il permette de dire à tous les gens qui travaillent dans l'environnement aérien qui est un environnement dont la priorité absolue est la sécurité des vols, c'est de dire il ne faut rien laisser passer. Dès qu'il y a quelque chose qui vous semble important, il faut tout de suite le signaler, en informer toutes les personnes concernées et prendre des décisions. Je ressens que toute ma corporation a eu un véritable problème dans l'enchaînement qui va aboutir à la catastrophe de Rio.